Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Soleylac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Nous avons commencé cette seconde saison avec la médaillée olympique Perrine Pellen et nous avons l'honneur de terminer cette saison entièrement consacrée aux femmes leaders dans leur industrie du tourisme et du sport avec une autre Perrine, elle aussi championne olympique. Bonjour Perrine Lafont. Bonjour. Alors Perrine, avant de devenir la championne que tu es aujourd'hui, tu as grandi en Ariège. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance et comment tu es devenue skieuse de boss ? Alors tout simplement, en fait, je suis née dans le monde de la glisse parce que mes parents étaient skieurs, mon père était moniteur de ski, mon frère aussi est moniteur de ski, donc j'ai vraiment grandi dans ce milieu et dès toute petite, j'allais à la neige toutes les vacances, tous les week-ends parce que mon père travaillait et donc le ski a fait partie entière de mon enfance et dès que j'ai su marcher, ma maman m'a mis sur des petites patinettes et j'ai sûrement bien aimé ça parce que elle continuait de m'y mettre tous les week-ends et toutes les vacances scolaires. Et voilà, j'ai grandi avec ça. J'ai fait beaucoup d'autres sports à côté parce que mes parents étaient sportifs, donc j'ai fait la plongée, de l'escalade, de la danse, du basket. Mais mine de rien, c'était toujours le ski qui revenait dans ma bouche. Je voulais toujours aller tout le temps au ski. Et pourquoi le ski de boss ? En fait, tout simplement parce que mon père faisait du ski de boss aussi. Mon frère en a fait aussi. Et ma mère était présidente du club de ski de boss duquel je suis issue. Donc voilà, j'y suis tombée dedans quand j'étais petite, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de skieuse acrobatique ? Alors, il y a plein d'aspects qui me plaisent beaucoup. Je pense que déjà, c'est tout simplement de faire du ski et de faire la discipline qui me plaît parce que j'ai fait du ski alpin aussi quand j'étais un petit peu plus jeune parce que je voulais être monitrice de ski, mais ça collait pas trop avec mon caractère et j'aimais pas vraiment cette discipline. Et du coup, je suis retournée au ski de boss parce que le fait en fait d'allier le côté ski mais le côté aussi acrobatie, ça rend cette discipline assez spéciale et assez polyvalente. On fait jamais que du ski. Il y a la partie acrobatie qui est très importante dans notre sport et c'est ce qui m'a plu aussi. En fait, il y a pas vraiment on se lasse pas en fait de faire tout le temps que du ski et c'est ce qui me plaît, je pense, dans ce métier. Après, c'est aussi le fait de voyager, de rencontrer des gens. De développer ma carrière aussi, de travailler avec des marques sur des projets autant perso que sportifs aussi et ça c'est vrai que d'avoir l'opportunité de pouvoir faire ça à mon âge c'est quand même assez cool. Alors, on est habitué à voir les sportifs de haut niveau avec de belles images en compétition, mais est-ce que tu peux nous expliquer le quotidien d'une sportive justement de haut niveau comme toi ? Alors c'est vrai que c'est quelque chose d'assez un petit peu routinier, si on peut dire, et assez strict quand même aussi, parce que pour faire du très haut niveau, il faut être à 300% dans son projet, et c'est des choses qui demandent un petit peu de sacrifice, si on peut dire, parce que c'est un métier, mais aussi c'est du très haut niveau, et chaque chose qu'on fait, en fait, on doit le faire à une intensité énorme. Donc les entraînements, en fait, c'est très dur toute l'année et donc voilà, il faut réussir à encaisser les charges de travail,
faut avoir une hygiène de vie aussi irréprochable, faire son minimum de 9 heures de sommeil par nuit, manger des bonnes choses, pas de produits sucrés, pas de soda, pas de friture, tout ce genre de choses. Donc c'est vrai que sur le long terme, ça peut être un petit peu pesant, mais le quotidien reste quand même assez agréable et voilà. Alors, sauf erreur de ma part, tu as gagné à peu près tous les titres possibles au moins une fois. Et pour certains d'entre eux, tu les as même en 4 exemplaires. Tu as été aussi très honnête sur tes baisses de motivation au cours de ces 10 dernières années de carrière. Qu'est-ce qui te pousse à revenir à chaque fois? Qu'est-ce qui fait que tu as peut-être développé une recette pour retrouver la motivation? Si oui, quelle est-elle? Alors en fait, c'est de ce que j'ai compris justement après ces petites baisses de morale, et de motivation aussi, en fait c'est tout un équilibre qu'il faut réussir à trouver dans sa carrière, que le côté ski, compétition, entraînement en fait ne soit pas trop intensif et qui nuise justement à cette motivation, parce qu'au bout d'un moment c'est trop quoi. Les charges de travail, elles sont trop dures à encaisser. L'entraînement, on n'a aucune motivation à y retourner parce que tous les jours il faut pousser de la fonte, et en fait moi ce que j'ai compris par ces petites baisses, c'est que il faut réussir à quand même trouver du plaisir dans tout ça. Et alors chaque athlète est différent, chaque athlète le trouve différemment, mais voilà, moi j'ai réussi à le trouver en lâchant un peu plus prise sur les résultats que j'avais envie d'avoir, sur ma routine aussi d'entraînement, sur les choses que je fais à côté du ski aussi. En fait, quand je gagne les Jeux en 2018, les sollicitations, elles ont été énormes. Enfin, il y en avait de partout, et moi je voulais servir, faire tout ça parce que je pensais que c'était bon pour mon sport, bon pour ma carrière, mais je me suis un petit peu perdue dans tout ça, et du coup il a fallu que je retourne un petit peu à l'essentiel, que je cible les bonnes sollicitations, et ça m'a permis en fait de retrouver un équilibre dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, qui a fait que je continuais de faire du ski, mais j'avais aussi des choses plutôt cool à côté, je me prenais moins la tête sur les résultats, et c'est ce qui a fait un petit peu que j'ai retrouvé justement ce bon équilibre pour continuer d'avoir la motivation de me lever tous les jours pour aller à l'entraînement, quoi. Alors, dans de nombreuses interviews, tu soulignes l'importance de ton entourage, du collectif dans lequel tu évolues au quotidien, et tu parles de ton coach. Ludovic Didier a annoncé en mars dernier qu'il allait partir vers d'autres projets, d'autres aventures professionnelles. Comment tu appréhendes la suite et comment tu te projettes? Alors c'est vrai que ça va faire un gros changement pour nous, parce qu'il y a Ludo qui arrête, mais il y a aussi notre deuxième entraîneur qui était Lionel Levray qui arrête, il y a notre préparateur physique Rémi Damiani qui arrête aussi, notre kiné, notre docteur Olivier Matarès qui arrête aussi. Donc on a 4 staffs qui prennent leur retraite, et c'est vrai que ça fait bizarre parce que voilà, on a partagé tellement de choses ensemble, tellement de bons moments, que c'est un petit peu la fin d'une histoire. Donc c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur, mais je pense que voilà, ça arrive à un moment de ma carrière où je pense que voilà, on a écrit une très belle page, et maintenant il faut que j'arrive à écrire autre chose, et du coup j'ai hâte aussi de voir ce que me réserve la suite avec un staff différent, parce que voilà, ça remet un petit peu de renouveau dans l'équipe, et c'est ce qui est très important aussi pour continuer de garder la motivation, d'enlever un petit peu le côté routinier, parce que mine de rien, avec tout le staff, on se connaissait depuis de nombreuses années, donc on avait notre petite routine, et là ça va casser un petit peu tout ça. Donc je pense que ça va remettre une très belle dynamique dans l'équipe, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Sur ces 10 années de carrière, un petit peu plus même, t'as vécu des événements très forts. Est-ce que tu as une anecdote rigolote ou un fait marquant que tu aimerais partager avec nous? Alors il y en a tellement. Mais c'est vrai que je pense les plus mythiques en fait, c'est peut-être les voyages.
on prend beaucoup l'avion tout le long de l'année. Et je crois que c'était en 2018, donc c'était l'année des Jeux. Donc une année toujours un petit peu stressante. Et c'était au mois de janvier, on partait aux États-Unis, à Deer Valley. On était au Canada, donc on était sur l'autre côté du versant, le versant est, et donc on prend un avion pour rejoindre Salt Lake City, là où on avait notre Coupe du Monde. Et en fait, en plein vol, le commandant de bord nous dit qu'à Salt Lake, il fait trop mauvais et qu'il pourra pas poser à Salt Lake. Et en fait, il nous dit qu'il pose à Boise, ça s'appelle, aux États-Unis. Dans l'Idaho. Ouais, c'est ça. Et du coup, on dit, bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, donc il pose là. Et il y avait quelques Américains dans notre voiture, et eux, en fait, ils ont loué une voiture directe, et ils sont partis à Deer Valley. Et là, on regarde sur le GPS, ça marquait 5h30 de route. Mais le truc, c'est qu'on skiait le lendemain. Donc, on skiait pour s'entraîner pour la Coupe du Monde. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on n'a pas le choix. Il est 6h30 du soir. Bon, bah, tant pis, on loue une voiture. Et du coup, les garçons ont loué une voiture. On a fait, bah, c'est 5h30 de voiture. On est arrivé, je crois, 2h30 du matin. Et le lendemain matin, bah, à 9h, les garçons, ils sont partis s'entraîner. Et nous, on a suivi. Et certains avaient leurs chaussures de ski dans la soute de l'avion. Donc, il y en a qui sont partis skier avec des chaussures de location. Et nous, on est arrivé le matin là-bas éclaté complet. Mais au final, ça s'est bien passé parce que je crois que moi, je gagne les 2 Coupes du Monde qu'il y avait là. Non, j'en gagne une et je fais 2e à la 2e. Ben, il fait un podium aussi. Donc, comme quoi, tout ne tient pas au bon déroulement d'un voyage pour faire des bons résultats en Coupe du Monde. Merci, Perrine. Perrine, si on se projette sur les années futures, sur les 10 prochaines années par exemple, comment est-ce que tu vois l'avenir de ta discipline et comment tu aimerais qu'elle se transforme éventuellement, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle devienne? Typiquement, souvent l'exemple que je prends pour ma discipline, en fait, pour ce que j'ai envie qu'elle devienne, c'est le biathlon. Le biathlon avant Martin Fourcade et le biathlon après Martin Fourcade. C'est clairement ça que j'aimerais amener mon sport. Bon, après, c'est différent parce que ils ont 30 coupes du monde dans l'année, ils ont 6 championnats du monde, 6 courses à chaque fois, donc ça aide un petit peu plus au développement de la discipline. Mais en tout cas, par les bons résultats et les athlètes qu'on peut être, les messages qu'on peut faire passer à travers tout ça, j'ai envie que voilà, ce soit une des disciplines principales en fait au sein de la Fédération française de ski, au sein de la perception que peuvent avoir les gens du ski en France en fait, que voilà, qu'il n'y ait pas que le ski alpin et le nordique, que le freestyle prenne une grosse place aussi dans tout ça, parce que je pense que c'est une discipline mine de rien qui est assez nouvelle, qui est arrivée dans les années 80-90, donc c'est un petit peu moins implanté que le ski alpin, donc je pense que ça va continuer de se développer au fur et à mesure des années et ça va passer aussi par les résultats qu'on a, donc c'est continuer à avoir des bons résultats et essayer de le développer aussi nous de notre côté en faisant des petits événements pour initier les enfants, pour leur faire découvrir cette pratique et pour que voilà, ce soit une discipline connue, très très connue dans une dizaine d'années avec une grosse équipe de France, pas seulement qu'avec 1 ou 2 athlètes en tête d'affiche, mais avec 5, 6, 7 athlètes qui jouent dans le top 10 mondial tous les week-ends quoi. À propos de transmission, est-ce que tu peux nous parler de l'événement que tu organises ? Alors ouais, c'est un tout petit événement, enfin non, c'est un bon événement. C'est un petit événement en fait au profil des enfants dans ma station de ski, donc en Ariège au Mont-d'Olme, où je leur fais découvrir la discipline du ski freestyle. Donc toute la journée, en fait, il y a des petites activités autour de ça. Il y a un trampoline, il y a une petite piste de ski de boss pour les débutants, il y a un contest de ski de boss, il y a un airbag aussi pour ceux qui veulent faire des sauts. Et en fait, on a une dizaine d'activités
où les enfants ils peuvent passer toute la journée sur ces activités qui sont gratuites et ça va permettre de leur faire découvrir ce que c'est ma discipline, les outils aussi que j'utilise pour m'entraîner, donc l'airbag pour travailler les sauts, le trampoline aussi pour travailler les sauts, et puis la petite piste de ski de boss où on fait des exercices typiques pour ça, et pour que peut-être voilà les petits enfants qui connaissaient pas forcément cette discipline, ça leur donne envie de la découvrir. Et c'est ce qui s'est passé cette année, parce que donc on a fait la première édition cet hiver au mois de février, et après les retours que ça a été, les gens qui m'envoyaient des messages, mes enfants maintenant ils veulent faire du ski de boss. Donc pour moi c'était la meilleure récompense et le meilleur retour qu'on pouvait avoir, et ça c'est juste trop bien, parce que ça passe aussi, mine de rien, quand les gens nous voient à la télé, en fait le ski de boss c'est un sport qui fait un petit peu peur, parce que les gens ils sont là, oh là là, les genoux ça fait mal. Mais moi j'ai un peu à cœur aussi de casser cette image de mon sport, et de leur faire comprendre que non, c'est pas forcément hyper traumatisant. Enfin, ça l'est comme tout sport de haut niveau, hein, comme un mec qui va se faire 40 km de course à pied, et leur faire découvrir qu'en fait c'est accessible à tous dès le plus jeune âge, et pour que plus tard on ait des futurs champions de ski de boss, quoi. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune qui souhaiterait s'y mettre et devenir champion? Alors je pense que il faut pas avoir peur de l'acrobatie. C'est vrai que faire des backflips ou faire des 360, c'est quelque chose qui fait peur à la base, mais il faut se dire qu'en fait les entraîneurs ils nous jettent pas comme ça, allez fais un backflip. Il y a toute une routine de préparation à l'entraînement qui est mise en place pour apprendre justement à faire ces sauts, et du coup voilà, ceux qui aiment je pense les sensations fortes et le mix un petit peu de deux disciplines, comme voilà l'acrobatie et les bosses, c'est le ski de boss qu'il vous faut, et c'est ça qu'il faut essayer comme sport. Oh là là, quelle ambassadrice. Alors une dernière question avant de conclure. Quel conseil tu donnerais à la jeune Perrine de 15 ans qui allait sur ses premiers Jeux Olympiques, maintenant que tu as fait 3 Olympiades? Je pense que pour moi, le conseil que je pourrais me donner, ce serait c'est dur. Mais peut-être ce serait la notion de résultat, en fait, qu'un mauvais résultat n'est pas un échec, mais plutôt que c'est constructeur, en fait, et on apprend tellement, en fait, de ce genre d'expérience, tellement sur la gestion d'une course, mais aussi sur la gestion de soi-même. Et c'est vrai que toute jeune, dès que je faisais une mauvaise course, c'était une catastrophe. Enfin, le monde s'est écroulé, et au fur et à mesure des années, en fait, j'ai compris que c'était ça qui m'avait construit et qui m'avait fait en tant que sportive, mais aussi que femme. Et du coup, je pense que le conseil, ce serait de prendre un peu de recul sur le résultat, et de juste skier, en fait. Le résultat ne résume pas une personne à un moment donné, en fait. Il peut y avoir des bons résultats, des mauvais résultats, mais ne pas s'en faire un monde et ne pas se résumer à ce résultat. C'est un peu comme la perception des gens parfois sur nous, qui peuvent nous déstabiliser, et on se sent mis dans une case ou dans une rubrique, et résumé à ça. C'est un peu cette notion-là, finalement. Ouais, c'est clairement ça, parce que mine de rien, en fait, on s'entraîne un petit peu dans l'ombre toute l'année, et nos résultats sont la vitrine, en fait, de ce qu'on fait à la longueur de notre saison. Mais c'est pas que ça aussi, un résultat, parce que des fois il y a des mauvais résultats, mais faut prendre en compte le contexte, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu dur aussi, le regard des gens sur ces résultats qui sont pas forcément très bons. Mais voilà, il faut réussir à prendre de la distance et relativiser sur tout ça.
À ce propos, il y a un bouquin assez génial de Charles Pépin, qui est un philosophe, qui s'appelle Les Vertus de l'échec. C'est un tout petit livre qui est hyper facile à lire et pour tous ceux qui ont du mal à gérer l'échec, c'est vraiment assez intéressant de le lire. C'est marrant que tu dises ça parce que du coup, à la suite des jeux là cet hiver, donc où je termine 4e, en fait j'ai un fan qui m'a envoyé ce livre et qui m'a écrit. Alors c'est vrai qu'à première vue, Les Vertus de l'échec, en fait, le livre, t'as juste envie de le jeter et de lui dire mais tais-toi et ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Mais en fait, il m'écrit un très beau petit mot qui me dit que voilà, ces jeux, c'était pas le résultat que j'espérais, mais que en fait cette 4e place, elle sera tellement constructive pour la suite de ma carrière, pour l'évolution en fait que je vais avoir à la suite de cet événement. Et c'est vrai que il a pas tort, ce livre révèle bien comme son nom le dit, les vertus de l'échec, où justement t'apprends de ce qui s'est passé, t'apprends aussi de ce qui a pas marché. Et c'est comme ça en fait que tu deviens tellement plus grand. Et c'est vrai qu'avec beaucoup de recul, cette 4e place sur le moment, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est une blague. Réveillez-moi, c'est un cauchemar. Mais avec du recul et quelques mois après, en fait, je me dis c'est peut-être un mal pour un bien en fait ce qui m'est arrivé, parce que dans ma carrière, tous les objectifs que je me suis fixés depuis 8 ans, je les ai toujours réalisés. Alors ça m'a construit, je suis devenue plus confiante, j'ai évolué grâce à ces réussites, mais je pense que rien qu'avec cette 4e place, j'ai tellement plus évolué que en 8 ans peut-être de réussite sur le circuit Coupe du Monde. Et c'est vrai que je pense les échecs sont vraiment très très formateurs. Ouais, je crois qu'il y a vraiment 2 choses à retenir à l'issue des jeux. Moi, je t'avais envoyé un mail. L'objet, c'était ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et je le pense sincèrement. Et la deuxième chose, et tu l'as très bien dit d'ailleurs en interview à l'issue des jeux, c'est que, et c'est important de le rappeler aux auditeurs, c'est que les jeux, c'est la course d'une journée. Et tous les sportifs de haut niveau, et je pense notamment à Apollo Delerue, lui il m'a toujours dit mais c'est pas difficile de monter sur le podium, en fait c'est de rester sur le podium. Et le titre que tu as décroché au mois de mars, c'est pas le titre d'une course, c'est le titre de toute une saison, voire même de toutes les saisons précédentes qui payent aussi. Et c'est pour moi en tout cas, et pour beaucoup de gens, c'est encore plus beau finalement de durer aussi longtemps dans le temps, parce que t'as des gens qui vont décrocher une médaille olympique et c'est magique, c'est magnifique, mais réussir toutes les années suivantes à gagner tous les titres possibles, ça c'est encore plus fort et ça montre la championne que tu es finalement. C'est sûr que pour nous, en tant que skieurs, ce qui représente le plus une saison, c'est vraiment ce classement général, ce globe de cristal. Et les jeux, mine de rien, c'est la course d'un jour. Tu peux avoir attrapé une gastro la veille, un petit rhume. Tu peux ne pas être dans ton assiette le jour de la finale parce que oui, t'es humain et ça arrive d'avoir des petites baisses de forme comme ça un jour dans sa vie. Parce que les gens ont du mal à comprendre parce que ils voient tellement les sportifs de haut niveau comme des machines et comme des super-héros. Mais c'est sûr que pour nous, ce qui représente une saison, c'est ce globe de cristal et heureusement que j'ai eu celui-là à la fin de la saison, sinon la saison aurait été dure, ouais, ça c'est sûr. Quelle résilience et quelle humilité. Merci beaucoup, Perrine Lafont, d'avoir été notre invitée. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. 9 heures de sommeil, bien manger, encaisser la charge de travail avec discipline en trouvant un équilibre entre le métier de sportif de haut niveau et des sources de plaisir qui rechargent en énergie. Voici ta recette, Perrine, de succès pour devenir championne. Le deuxième point, c'est qu'il faut lâcher prise par rapport aux résultats souhaités pour prendre de la hauteur tout en retournant à l'essentiel. Le troisième point, c'est que tout ne tient pas au bon déroulement d'un événement. Il y a une part d'aléa qu'il faut savoir accueillir pour performer. Et enfin, le dernier point, c'est qu'un résultat, bon ou mauvais, ne résume pas une personne. C'est plutôt la manière dont elle rebondit sur ce résultat qui la définit.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcast favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.